Je tentais de résumer la situation avec humour en citant Raymond DeVos tout à l'heure. Je ne sais pas s'il faut que nous en rions ou que nous pleurions autour de cette table compte tenu de ce qui se passe actuellement dans notre pays. Mais vous allez voir que Emmanuel Macron, visiblement, est peut-être sur un tout autre sujet que celui de trouver un Premier ministre pour ce nouveau gouvernement. Alors pourquoi je vous dis cela? Tout simplement parce que, alors que nous sommes préoccupés effectivement de la situation économique du pays, on aura peut-être l'occasion d'en parler dans quelques minutes avec vous, Marc Toiti. Eh bien, le président de la République tweet sur son compte Twitter et félicite les champions. Alors c'est bien, les champions qui nous rapportent des médailles. On a bien évidemment une pensée pour eux. Rien n'arrête nos cyclistes. Cette fois, c'est Mathieu Bosredo et Johan Kai qui signent un doublé. Ces Jeux de Paris sont extraordinaires. Alors, bien évidemment, on est très fiers du succès, que ce soit lors des Jeux Olympiques, c'était il y a quelques semaines, ou en ce moment même lors de ces Jeux Paralympiques. Mais est-ce le moment de s'adonner, on va dire? On a une pensée peut-être pour les équipes de communication, puisque je ne pense pas que ce soit le président de la République lui-même qui communique. Mais bon, je ne sais pas si c'était opportun compte tenu de la situation ce soir et de l'attente toujours du nom de ce futur Premier ministre. Je dirais que c'est quand même choquant. Moi, ce qui m'avait choqué également, c'est quand le président a dit la vraie vie, c'est les Jeux Olympiques. Et donc, non, c'est exactement l'inverse. Oui. C'est-à-dire que c'est le drame aujourd'hui. Je pense que c'est presque du mépris par rapport aux Français. Ils sont très nombreux, malheureusement, qui souffrent. On a vu la semaine dernière des records de défaillance d'entreprises en France, donc d'entreprises qui déposent le bilan. Ce qui veut dire qu'évidemment, derrière, il y aura du chômage, il y aura de la misère sociale, l'inflation qui continue, donc les prix qui continuent d'augmenter. On est à quasiment 18% de hausse depuis janvier 2021. On dit oui, l'inflation baisse, mais enfin, les prix continuent d'augmenter. Ça, c'est du quotidien. On nous avait promis une baisse des prix alimentaires. Pas du tout, ça continue de flamber, on est à plus de 22% de hausse depuis 2021. Donc, moi, je préférais qu'effectivement notre président, déjà, il n'a pas de Premier ministre et pas de gouvernement, déjà qu'on se préoccupe de cela. Alors, en plus, évidemment, il y a un danger, c'est-à-dire le budget. Et puis une échéance. Pardon ? Et une échéance, le 20. Une échéance, il y a plusieurs échéances. Alors, le budget 2025, on devait présenter là, le premier mardi du mois d'octobre, donc là, on est début septembre. Rien n'est fait a priori. Le 20 septembre, on doit remettre à la Commission européenne donc, une proposition pour réduire notre déficit. Vous savez qu'on est sur une procédure de déficit excessif. Alors, c'est pas pour Bruxelles, on ne doit pas faire plaisir à Bruxelles. C'est pour nos enfants, parce que globalement, s'il y a plus de déficit, il y a plus de dettes demain. Et ce qui est dramatique, c'est que hier, Monsieur le maire nous a dit je suis désolé, j'ai découvert que les déficits publics étaient plus élevés que prévu. Ça, c'est quand même assez incroyable. Moi, ça fait 8 mois que je l'annonce. Je suis pas devin. On le voyait très bien, sauf que... Faites attention, vous allez peut-être finir dans le prochain gouvernement à Bercy, oui. On va faire attention. Mais alors, je crois qu'on ne me laissera pas faire, parce que c'est tout le problème. En France, on ne veut pas baisser la dépense publique, on ne pense qu'à augmenter les impôts. Ce qui, évidemment, serait un drame, puisque nous sommes numéro 1 du monde des impôts. Il n'y avait jamais eu autant de pression fiscale en France. Donc, si on s'amuse encore à augmenter les impôts, ça sera particulièrement dangereux. Et donc, là aussi, un point important, c'est que ce qui est dangereux, c'est que le déficit public aujourd'hui est devenu incontrôlable. Même le ministre de l'économie, il est surpris parce qu'il augmente. Ça, c'est incroyable. Mais on nous annonce que ça va encore augmenter, pas seulement en 2024, mais aussi en 2025, en 2026. Pourquoi ? Parce que malheureusement, vous savez, beaucoup d'économistes disaient la dette publique, ça coûte rien. Un mensonge éhonté. La dette publique nous coûte énormément chaque année, juste pour les intérêts de la dette. Je ne parle même pas de rembourser le capital qui va pour les générations à venir, mais juste les intérêts de la dette, ça nous coûte 54 milliards d'euros l'année dernière. Cette année, autour des 60 milliards. L'an prochain, 75 milliards. Les intérêts, on va résumer pour les téléspectateurs et les auditeurs. Globalement, c'est de l'argent qu'on prend, qu'on brûle. Tout le monde comprend ça. Quand on s'endette, il y a des intérêts, on rembourse les intérêts. Donc là, sur 5 ans, ça va dépasser, tenez-vous bien, les 300 milliards d'euros. Par contre, ce qu'on fait avec 300 milliards, ce n'est pas sérieux. Et donc quand on dit que cette dette publique ne coûte rien, et ça c'est la politique de ces dernières années malheureusement, on a continué d'augmenter cette dette, même après le Covid, ça a continué évidemment, et aujourd'hui on doit payer la facture. Et c'est ça qui est très dangereux, parce que malheureusement, si jamais on n'a pas de gouvernement, ou du moins un gouvernement sérieux, ou si on a une instabilité politique qui dure, eh bien, comme notre dette publique est à 50% détenue par des investisseurs, notamment étrangers, les taux d'intérêt vont augmenter. Et ça nous concerne tous. Que tous les taux d'intérêt de nos crédits vont augmenter. Okay. Ça veut dire donc moins d'investissement, moins de consommation, voire une récession économique, donc du chômage qui augmente. Donc là aussi, évidemment, on est tous concernés. Et alors, le risque suprême, c'est que malheureusement, on nous augmente encore les impôts. Et notamment les impôts sur l'épargne.
parce que c'est ce qui reste, il n'y a plus que ça qui reste aujourd'hui. On lui dit, bah voilà, il y a un peu d'épargne, on va ponctionner dedans. Et ça, tenez-vous bien, c'est pas les super riches qui vont payer, ils sont déjà même partis. une suggestion de Sandrine Rousseau qui avait dit mais quand je regarde l'épargne des Français, il suffit de saisir. Alors c'est un truc formidable parce que même dans les pays communistes, autant des nationalisations folles, personne n'a pensé à dire ah bah tiens, allez sortir un peu votre petit bas de laine que vous avez économisé toute l'année et ça va servir à financer les plus dépenses. Que toute l'année, en général, c'est toute une vie. Vous avez raison. François, si à la rigueur on disait bon là, allez on va ponctionner. Il y a des preuves d'économie en plus. C'est ça qui est grave. Aujourd'hui, l'épargne des Français, l'épargne financière, c'est 6 000 milliards d'euros à peu près. Donc on vous dit voilà, on va ponctionner un petit peu. À la rigueur, si on vous dit allez, on vous prend 1% à tous les Français, mais après il n'y a plus de problème de déficit. Non. On pourrait dire ok, mais ça ne sera pas le cas. Puisque malheureusement, les déficits seront encore là, la dette publique sera... Non mais évidemment qu'il ne faut pas y arriver. Je ne propose pas du tout ça, je vous rassure. Ce que je veux dire par là, c'est que... Et ça, moi, ça m'inquiète vraiment, parce que les Français ne sont pas préparés à cela. Et ça, c'est dangereux parce que derrière, il y a un risque de crise sociale et sociétale. Mais c'est aussi, puisque vous parlez de l'épargne des Français, parce que les Français épargnent énormément et que les ménages français sont moins endettés que les autres pays, je pense notamment aux États-Unis, qu'en effet, nous arrivons encore à emprunter sur les marchés à des taux relativement satisfaisants. Mais n'oubliez pas que l'épargne, encore une fois, elle a déjà été taxée. Parce qu'en fait, l'épargne, c'est quoi ? Vous avez votre revenu, vous avez votre consommation, ce qui reste, vous l'épargnez. Donc ça a déjà été taxé. Et ensuite, évidemment, souvent on a mis toute une vie à se constituer un petit peu d'épargne pour justement ces vieux jours. Et quand on voit comment la retraite aujourd'hui est gérée, on n'aura pas beaucoup d'argent justement à cette retraite-là. Et donc à partir de là, cette épargne, j'ai envie de dire, c'est un trésor de guerre. Donc si on va puiser dedans, alors que pour la plupart des Français, justement, ce ne sont pas des ultra-riches, c'est la classe moyenne. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Les ultra-riches, ils ont déjà leur épargne à Genève ou où vous voulez. Et c'est la classe moyenne qui va malheureusement payer. Je crois que les auditeurs et les téléspectateurs l'ont très bien compris. Mais la classe moyenne qui est déjà déclassée. La classe moyenne qui est déjà déclassée, c'est elle qui a été beaucoup plus impactée. Comme on l'a dit. Touchée. Qui a été touchée effectivement par cette inflation qui a énormément perdu, qui a beaucoup de mal aussi à aider ses enfants. Je voudrais aussi rappeler que moi, je le dis souvent, la grosse erreur qui a été faite par François Hollande, mais vous allez me dire si ce n'était que celle-là, c'est d'avoir supprimé l'universalité des allocations familiales qui permettait à des familles de la classe moyenne de pouvoir subvenir aussi aux besoins de leurs enfants. Et aujourd'hui, ils sont extrêmement touchés par cette inflation. Mais ce qui est aussi important, Marc, et je tiens à vous rendre hommage, si je puis dire, parce qu'on me le dit sur vous, parce que vous êtes très très clair dans vos interventions. Souvent, on disait l'inflation baisse et on était un peu satisfait de ça. Mais en fait, non, les prix augmenter. Et moi, je le vois au quotidien, les gens, ils disent, mais nous, on a les prix qui continuent à augmenter, 17 à 20%, pour certains même 20 à 25%, et surtout ce qui est nécessaire, c'est les denrées, de première nécessité. Et c'est ça qui est grave, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, monsieur le président de la République qui cherche toujours son Premier ministre et qui... Monsieur Macron, oui. Il cherche toujours son premier... il s'exprime plutôt sur les paramètres. Non, mais il cherche toujours son Premier ministre, c'est très bien, mais vous voyez qui tweet, c'est très bien, c'est pas lui, effectivement, c'est un de ses conseillers. Mais moi, ça me fait penser à Coluche. Moi, ça va, les autres, je sais pas, et je m'en fiche. On va faire un point, justement, avec Thomas Bonnet, qui est devant le palais de l'Élysée, pour savoir... s'il y a peut-être le début d'une fumée blanche où il va falloir attendre quelques heures et même peut-être quelques jours. Il y a même certains dans l'entourage du président de la République qui poussent pour que ça soit après les JO paralympiques. Tout simplement pourquoi, et on l'expliquait tout à l'heure, pour éviter de donner un objet politique aux opposants au chef de l'État qui compte se mobiliser. Je parle de la gauche. Samedi prochain pour justement tenter de contester ce qui se passe actuellement et le choix du président de la République de ne pas avoir nommé Lucie Castet. Allez, dites-nous tout, Thomas Bonnet. Écoutez Florian, on passe un peu par tous les stades ici devant l'Élysée. Cet après-midi, on avait des semblants d'indices qui semblaient nous dire qu'il y aurait une nomination avant ce soir. Un communiqué de presse en clair qui allait être envoyé aux rédactions avec le nom du futur locataire de Matignon. Mais depuis quelques minutes maintenant, cette possibilité, cette éventualité, est en train de s'estomper petit à petit, sans qu'on ne sache véritablement pourquoi. On a des bruissements à nouveau qui nous disent peut-être que la nomination d'un Premier ministre n'interviendra pas ce soir. Vous en parliez à l'instant, et si elle était repoussée, cette nomination, cela pourrait nous conduire même à plusieurs jours dans le temps après les Jeux paralympiques. Bref,
On est véritablement dans le brouillard. On est, je vous le rappelle, quand même à 50 jours d'un gouvernement démissionnaire, 50 jours depuis que la démission du gouvernement de Gabriel Attal a été acceptée par le chef de l'État. Et visiblement, c'est toujours aussi compliqué de sortir un nom pour Matignon. On l'a dit, il y a énormément d'obstacles qui se dressent devant les hypothèses, que ce soit pour Xavier Bertrand, que ce soit pour Bernard Cazeneuve, si bien que même ces deux noms, qui sont pourtant toujours, à l'heure où je vous parle, les noms qui sont avancés par l'Élysée, on commence à avoir des doutes, même sur ces deux noms. Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres personnalités qui pourraient émerger, d'autres personnalités qui seraient aussi poussées par des proches du chef de l'État? Bref, Florian, il est presque 18h, un peu plus de 18h. On est véritablement incapable de vous dire s'il y aura un Premier ministre ce soir qui sera désigné par le chef de l'État. Merci beaucoup Thomas Bonnet, merci également à Jean-Laurent Constantini qui vous accompagne. S'il y a une avancée d'ici les prochaines minutes, faites-nous signe et nous vous rejoindrons de nouveau. Je ne suis pas sûr, malheureusement, pour faire un point, justement, et pour voir s'il y a effectivement certains noms qui sont poussés par des proches du président de la République. Il y a par exemple le nom de Michel Barnier, qui vraisemblablement serait poussé par le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler. On va marquer une très courte coupure pub sur CNews Européen. Et on poursuit la discussion autour de nombreux sujets, de la nomination d'un nouveau Premier ministre, mais également des flux migratoires, du retour peut-être de ces deux rugbyman, si nous avons de plus amples informations, les images qui nous proviennent pour pouvoir vous relater ce qui se passe également sur Europe 1. À tout de suite.